Ton partenaire en dépression a un attachement évitant et la communication, c'est très compliqué. Dans l'épisode du jour, je te partage mes meilleures techniques pour réussir à mettre en place des bonnes stratégies pour mieux communiquer avec ton partenaire, pour réussir à prendre soin de tes propres besoins émotionnels et de répondre aux besoins de ton partenaire. Alors c'est parti pour l'épisode du jour. Hey, bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Raconte-moi ta dépression, c'est le podcast dont vous avez besoin pour gérer au mieux la vôtre et celle de votre proche. Moi, c'est Manuela et je suis coach pour dépressifs et pour proches de dépressifs. Après dépression, rechute et tout ce qui va avec, j'ai décidé de faire en sorte de pouvoir apporter aux personnes qui en souffrent directement ou indirectement je dis bien tous les conseils que j'aurais aimé avoir pour mieux gérer la mienne. D'ailleurs, n'écoute surtout pas la voix de la dépression et ne pense même pas un seul instant que tu ne puisses pas t'en sortir. Vois cet épisode comme une conversation chaleureuse avec une amie qui n'a qu'une seule envie, t'aider face à ta dépression. Tu es perdu, tu ne sais plus comment faire, la dépression de ton proche commence à te dépasser, et bien toi aussi, tu es au bon endroit. Je te proposerai, cher proche, des conseils concrets pour l'entourage des dépressifs afin d'être une aide réelle et non une aide destructrice. Chaque mercredi pour les proches des dépressifs et chaque vendredi pour les dépressifs, ici, je te partage tous les conseils dont tu as besoin pour retrouver joie, motivation et savoir-faire. Alors, tu t'installes confortablement, tu prends une petite boisson chaude et un plaid, ou alors tu augmentes le son dans ta voiture et c'est parti! Hello cher proche, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi dans l'épisode du jour. Aujourd'hui, on va continuer de parler d'un dépressif qui va avoir un attachement évitant. On va parler aujourd'hui de communication. Je sais que parfois, tu peux être désemparé face à la distance émotionnelle de ton partenaire. Je voulais donc faire une série d'épisodes de podcast pour te donner des bons outils pour réussir à gérer au mieux la situation. Ce n'est pas forcément très évident de se retrouver avec un partenaire qui a un attachement évitant. Je le sais très bien parce que moi-même, j'ai ce type d'attachement. Et ce qui n'est pas évident, c'est encore plus de communiquer sans pouvoir mettre une espèce de pression, cette pression qu'a peur la personne évitante. Alors on le sait très bien, dans une relation de couple, et quand il y a de la dépression, la communication c'est très important pour parler de tout, de rien, pour renforcer le couple, aider la personne à avoir les bons soins par rapport à sa santé mentale. Vraiment communiquer avec un évidence dans les règles de l'art. L'objectif de l'épisode d'aujourd'hui, c'est de te partager des stratégies pour mieux communiquer avec ton partenaire évitant, tout en prenant bien sûr soin de tes besoins émotionnels. On ne va pas mettre l'évitant en avant parce que le pauvre, il faut prendre soin de lui, c'est difficile, son histoire, elle est particulière, etc. On va aussi prendre soin de toi parce que c'est toi qui vis ça au quotidien, c'est toi qui dois gérer cette personne distante, fuyante, cette peur de cette relation. Donc l'objectif ici, c'est de te donner des bonnes clés pour que tu puisses gérer au mieux la situation sans mettre en péril, bien sûr, votre relation. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui te plaira, alors c'est parti. On va rentrer sur la première question, pourquoi la communication avec un évitant est essentielle ? Eh bien, parce que déjà, un évitant a un fonctionnement de base qui est complexe, et quand il traverse une dépression, il peut encore plus se renfermer, et ça, c'est pas forcément très évident. Un évitant va avoir souvent tendance à rejeter son conjoint, à paniquer face à l'apathie, et va avoir cette sensation que ce sont des choses qui sont normales. L'évitant, il n'est pas connecté avec ses émotions. Du coup, quand on lui annonce qu'il perd ses sentiments, il n'arrive pas à se rendre compte que c'est peut-être à cause d'une possible dépression. Pour lui, il maîtrise la situation et c'est très compliqué de lui faire comprendre que en fait, là, tu souffres d'un problème de santé mentale et ça peut se retourner contre le couple. Et c'est surtout encore plus complexe si tu peux avoir un attachement dit anxieux, donc un attachement où tu as besoin d'être rassuré, plus pour être dans le couple, parce que comme tu vas voir ton partenaire s'éloigner, ça va être encore plus difficile. C'est pour ça que la communication, elle est vraiment très essentielle et importante pour préserver votre relation. Il est important de comprendre que le retrait de ton partenaire, la distance qu'il peut mettre, n'est pas une attaque personnelle, mais un moyen de fuir la relation. C'est plutôt sa manière à lui ou à elle de se protéger. En fait, souvent, quand c'est les débuts d'une relation, que cette personne met de la distance, ça va, on arrive à gérer.
Le problème, c'est quand cette distance, elle est là et qu'elle est là depuis très longtemps. Quand ça commence à faire 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, qu'il y a cette distance, forcément, ça devient de plus en plus difficile, de plus en plus éprouvant. Et la grande question, c'est combien de temps on va encore rester comme ça. C'est pour ça que la communication, elle est importante, parce que ça va nous permettre, en fait, de réussir à éviter que cette personne qui a cet attachement évitant, qui va avoir tendance à se renfermer sur elle-même, va avoir encore plus tendance à rester dans sa petite huître. Et ce qui va être important, c'est que pour qu'on puisse aussi te permettre à toi, qui supporte ça depuis un moment, d'avoir tes moments où tu es rassuré, tes moments où tu te dis, oui, je suis quand même aussi en couple. C'est crucial d'avoir un équilibre dans une relation de couple, n'est-ce pas? Et donc, quand notre besoin naturel vient se retourner contre nous, parce que c'est normal d'avoir besoin d'être rassuré, parce qu'on a tous notre propre construction, et que c'est quelque chose qui nous fait du bien, est compliqué pour l'autre, nous rentrons dans un équilibre délicat par rapport à la relation. Il faut donc créer un environnement où ton partenaire se sentira en sécurité pour s'ouvrir, mais toi aussi, tu pourras aussi avoir ce besoin d'être rassuré de manière légitime, cette sensation d'avoir des projets, que le couple avance, c'est aussi possible. Donc la communication, elle est vraiment essentielle. Elle va permettre à ton partenaire de pouvoir comprendre qu'il n'a pas besoin de s'isoler autant. Et toi, ce que tu vas pouvoir comprendre que ton partenaire se doit aussi de te rassurer. C'est pour ça que la communication, elle est essentielle pour réussir à tenir le coup, malgré le fait qu'il y ait la dépression dans la relation. Alors, la grande question qu'on peut se poser, c'est la manière de communiquer avec quelqu'un qui est évitant. Comment est-ce qu'on doit communiquer? Dans l'épisode précédent, je t'ai parlé de mon histoire personnelle, comment mon mari a réussi à communiquer avec moi pour réussir en fait à ne pas me retrouver dans des situations où, j'allais me retrouver à le rejeter. En fait, il a été très intelligent parce qu'en fait, ce qu'il a réussi à faire, c'est qu'il a réussi à respecter mes propres limites, tout en exprimant ses propres besoins, tout en évitant de déclencher mes mécanismes de défense et mes mécanismes de protection. En fait, quand on est évitant, on a très peur de la proximité. Donc du coup, forcément, la manière dont on va communiquer avec la personne, c'est d'éviter justement de rentrer dans cette possibilité où il va devoir avoir trop d'intimité, où il va avoir la sensation qu'il aura des émotions trop inconfortables et qu'il va vouloir prendre la poudre d'escampette. Donc quand je communique avec mon partenaire, je garde cette idée en tête, c'est quelqu'un que je ne dois pas développer des émotions trop fortes. Alors bien sûr, si tu dis ça à un évitant, il va te regarder en disant c'est pas vrai, je suis juste quelqu'un qui est solitaire, quelqu'un qui aime bien prendre de la distance dans les choses. On est d'accord que tout ceci est inconscient. Alors tu vas me dire, Manu, t'es adorable. Mais des fois, il y a des conversations qui sont très importantes où on doit parler d'émotions qui vont être inconfortables. En fait, c'est la manière dont tu vas parler qui va permettre d'avoir une communication qui va être soit trop directe ou pesante, soit une communication qui va être à ton avantage. En fait, tout est dans le choix des mots et la manière dont on va parler. Par exemple, on va se retrouver avec un partenaire, qui, comme tout évitant qui se respecte, ne communique pas. Qu'est-ce qu'on fait avec un partenaire qui a du mal à communiquer? Je rentre dans la pièce, je le regarde et je lui dis mais pourquoi tu me parles jamais de ce qui te dérange? J'ai l'impression que tu ne m'utilises pas alors que tu pourrais parler avec moi. Cette phrase, elle est très intéressante, elle est très bien, tu exprimes un besoin, j'ai l'impression que on a un problème de communication. Ta chère Manu, comme elle te l'a dit dans l'épisode précédent, elle est évitante. Donc moi, tout de suite, ça m'a activée. Cette phrase, je la regarde, je fais, elle m'intéresse pas. Parce qu'en fait, cette phrase, elle arrive en disant, il y a quelque chose que tu ne fais pas et c'est peut-être de ta faute. Le fait de dire pourquoi tu ne parles jamais de ce qui te dérange, je n'arrive pas dans cette position de me dire, mais en fait, tu veux que je te parle de quelque chose qui est vraiment important en moi, alors que tu sais de base que je ne suis pas un communicant. Au lieu de rentrer dans une phrase directive qui va montrer à la personne qu'elle a un problème et qu'il faut qu'elle le règle, on peut rentrer dans quelque chose de différent. Par exemple, tu pourrais dire, j'aimerais comprendre ce que tu traverses en ce moment, même si c'est difficile pour toi de me le partager. On est sur autre chose. Là, je suis dans une communication bienveillante où je viens vers toi, je ne te fais pas de reproches à travers ce que je dis, je prends en compte ton caractère, ta manière de fonctionner, tes émotions et tout ce qui va avec. Et donc, du coup, je peux rentrer dans une communication où l'autre
parce qu'il n'est pas activé sur ses mécanismes de défense, va pouvoir communiquer. En fait, vraiment, le poids des mots à choisir sont très importants avec un évitant. Et c'est dans tous les aspects, que ce soit dans les textos, que ce soit dans les messages qu'on s'envoie par email ou qu'on se voit en vocal. On doit faire en sorte de pouvoir avoir un dialogue qui ne va pas activer le mécanisme de défense du partenaire. Alors, en fait, la réalité, c'est que d'une certaine manière, toi, si tu as un attachement anxieux, eh bien, tu vas peut-être être poussé à chercher une espèce de validation immédiate. Là, par exemple, avec ta phrase « Pourquoi tu ne parles jamais de ce qui te dérange ?», peut-être tu vas essayer d'avoir chez ton partenaire la phrase suivante « Je suis désolée, j'ai l'air de te mettre dans une insécurité de ne pas te dire ce que je ressens ». En fait, tu recherches, à travers cette phrase, à être rassuré. Le problème, c'est que si tu te positionnes comme ça, ton évitant n'a pas le bon réflexe pour pouvoir, en fait, tout simplement te rassurer. Et donc, quand on est face avec un évitant, eh bien, c'est plus efficace d'être patient, d'être doux, d'utiliser des remarques ouvertes au lieu de questions fermées pour, en fait, tout simplement exprimer aussi le besoin que j'ai aussi d'être rassuré. Par exemple, on continue ma phrase, j'aimerais comprendre ce que tu traverses, même si c'est difficile pour toi de le partager, ça me permettra de mieux te comprendre. Et là, on arrive sur j'ai exprimé mon besoin. Et ensuite, bien sûr, forcément, on est conscient que l'autre en face de nous n'est pas un bon communicant, mais si on est attentif à nos besoins, à notre anxiété, qu'on arrive à tout simplement exprimer d'une manière claire et simple nos émotions, notre besoin, ça peut fonctionner. C'est pour ça qu'il faut utiliser la communication non violente, qui est une communication qui est vraiment très importante. La CNV, franchement, moi les amis, je ne jure que par ça dans mes thérapies de couple, parce que je trouve qu'aujourd'hui, on ne sait pas vraiment parler, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Alors la CNV, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, en fait, c'est tout simplement s'exprimer à travers 4 étapes. L'observation, ce que je vois, l'émotion, ce que je ressens, le besoin, ce dont j'ai besoin, et la demande. Forcément, ça va nous impliquer d'apprendre à ne pas se focaliser que sur notre vision des choses à nous et de comprendre que l'autre a aussi des besoins. Mais si on met en place la communication non violente, forcément, ça va nous permettre de mieux communiquer avec notre évitant et de réussir à retrouver des moments bien plus apaisés. Franchement, si on aborde la conversation avec sérénité, ce sera bien plus facile et ça permettra en fait d'exprimer des choses. Je sais que je m'inquiète quand on ne parle pas beaucoup. Cela m'aiderait si tu pouvais me dire que là, en ce moment, tout va bien. J'ai besoin que tu me dises et que tu me répètes cette phrase. Cette approche montre encore que tu respectes tes propres limites tout en expliquant ton besoin d'être rassuré et en mettant la réalité face à ton partenaire. L'objectif ici, c'est vraiment de pouvoir communiquer normalement avec un évitant en prenant en compte sa distance émotionnelle, en mettant en place de l'écoute, de la patience, en exprimant ses besoins, tout en évitant de déclencher tout simplement ces mécanismes de défense. On va aller plus loin sur la notion de mécanisme de défense. Communiquer avec un évitant sans activer ses stratégies de désactivation, c'est vraiment important. Alors là, j'ai utilisé un mot un petit peu savant, je te promets juste un tout petit peu. En fait, si tu veux, on a tous un fonctionnement dans notre corps et des activations à l'attachement. Et quand on a développé un type d'attachement anxieux ou un type d'attachement évitant, on va avoir des mécanismes qui vont être là pour justement rentrer dans des désactivations parce que c'est trop difficile pour nous de gérer la situation. En fait, ce sont des mécanismes de défense que l'on va avoir pour se protéger parce qu'on va se retrouver dans des endroits qui nous dérangent. Un évitant, lui, va se protéger pour qu'il ne se sente pas trop proche des autres de manière, on va dire, émotionnelle. En gros, quand il va ressentir trop d'intimité ou trop d'émotions, elle va se mettre en place une stratégie pour créer de la distance. Il y a trop de proximité, ça va pas du tout. Par exemple, moi, j'ai toujours été comme ça. Je vais voir mon chéri, je lui fais 2, 3, 4, 5 bisous. Et si lui, par contre, commence à en faire 3, 4, 5, moi, ça me plaît pas. J'ai besoin de distance et donc je me protège. Alors forcément, je m'en rends pas compte, c'est pas conscient, mais c'est qu'il y a trop de proximité. Là, j'étais d'accord avec la proximité et puis au bout d'un moment, je suis plus d'accord. C'est pas logique, mais je prends de la distance. Et donc, ça peut être pris comme un refus, comme un rejet. Il y a plein de manières de le manifester. Donc là, je te parle de bisous, un problème d'intimité, mais c'est pareil sur les textos. Ça va être pareil sur je vais éviter les conversations profondes
ou minimiser ses propres sentiments. En fait, ces stratégies, ça aide à se sentir en sécurité parce que je garde de la distance. Si j'ai un attachement évitant, c'est que je me suis rendu compte que la proximité avec quelqu'un n'était pas bonne, parce que j'ai grandi avec un parent qui n'a pas été présent à ce moment-là sur mes émotions. Donc pour moi, mon mécanisme de défense, c'est quand il y a trop d'intimité, il faut de l'évitement, il faut de la distance, parce que sinon ça fait souffrir. Donc ce sont des mécanismes qui sont vraiment pas forcément évidents, et l'objectif ici, c'est juste de les comprendre. On ne va pas réussir à faire en sorte que notre partenaire avec un travail d'évitant va devenir sécure en 5 minutes. Moi, comme je l'ai dit dans mon épisode précédent, c'est quelque chose que j'ai travaillé personnellement pour réussir en fait à retrouver un équilibre sécure. Mais j'ai fait de la thérapie et ça a duré des années. Donc ici, l'objectif ici, c'est pas de faire de la thérapie, c'est juste de communiquer avec son doudou, avec sa chérie, avec son partenaire. Donc comment on réussit à trouver l'équilibre ? Première chose, la patience est ton meilleur allié. Même si je sais qu'un évitant, c'est quelqu'un qui est lent à réagir, à exprimer des choses, et que ça peut faire plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années que tu es avec quelqu'un qui ne te rassure pas. Mais si tu apportes de la patience et que tu sens que ton partenaire se renferme, on évite les questions pressantes. Ça ne veut pas dire qu'on évite le sujet. J'évite les questions pressantes. Je viens te parler d'un sujet. Écoute chérie, on est à découvert. Qu'est-ce qu'on fait ce mois-ci ? Bah écoute, donne-moi le temps de réfléchir. Ok, mais après, je tiens à te rappeler que à partir de mardi, il y a le prêt qui doit être opposé et que du coup, si on n'a pas mis de l'argent avant, ça va pas. Oh chérie, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit que j'allais le gérer. Ça, c'est un truc que je vois beaucoup en thérapie de couple. En fait, donner une information, c'est important parce qu'on ne peut pas éviter des conversations. Nous sommes d'accord. Par contre, si on rajoute une pression, là, l'évitant, il part. Donc, des fois, donner juste des informations, la patience, c'est bien. Un évitant, souvent, il est actif. Il est même réactif. Il va faire des choses. Après, il aura peut-être du mal à communiquer sur ce qu'il fait, mais il fait des choses. Deuxième manière de trouver un équilibre sans éviter d'activer cette stratégie de désactivation, eh bien, de faire attention à avoir des remarques apaisées, qui sont douces et pas menaçantes, comme je viens de l'expliquer. Le truc que moi je vois souvent, c'est « oui, mais t'es toujours comme ça, toi. Oui, mais tu m'écoutes pas. Oui, mais moi j'ai besoin d'eux. Et toi, tu fais... » En fait, quand on est dans le désespoir, parce que le partenaire évitant, il nous a tendu depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, et qu'on est à cran, qu'on n'a plus envie de faire preuve de patience, je peux comprendre à quel point c'est difficile. Pour l'avoir vécu, personnellement, de l'autre côté, étant moi le conjoint évitant, j'ai bien vu que j'ai fatigué 1 milliard de fois mon partenaire. La réalité, c'est que si tu restes dans la patience et dans l'apaisement, ça va forcément fonctionner. Être dans l'énervement, dans l'agacement, forcément c'est vrai, on est humain, on a droit d'avoir des émotions. Mais pour que ça marche, il faut savoir se maîtriser. Et ça, c'est important. La maîtrise permet d'avoir une communication et une conversation. En fait, tu vas l'avoir, ta conversation. Tu vas l'avoir, la réponse. C'est juste que le problème, il faut éviter de rentrer dans un conflit qui ne sera pas traité. Donc, on apaise nos remarques menaçantes et on reste plutôt sur des remarques, pas des menaces, qui sont plutôt douces. Une autre astuce que moi je trouve vraiment, ça va être en fait plutôt de communiquer de manière indirecte. Par exemple, au lieu de commencer à aller voir ton chéri et de lui dire « Franchement, tu as l'air super déprimé là, t'as replongé, ça va pas du tout », on va plutôt utiliser quelque chose d'intéressant. « Oh tiens, j'ai lu un article qu'en ce moment, il y a beaucoup de Français qui sont dans des moments difficiles au travail, l'été a été difficile, etc. T'en penses quoi, toi ?» Hop, je lance une conversation où cette personne peut parler d'elle-même sans avoir cette sensation que elle doit parler de ses propres émotions qui sont difficiles à elle de gérer. Cette méthode, ça peut fonctionner. Alors pour ça, il faut être des fins communicants, ça je l'avoue. Je l'ai quand même mise dans les notes quand j'ai organisé le truc. J'ai dit, mais ça, moi j'ai quelques patients qui arrivent très bien à le faire. Et j'en ai d'autres qui n'y arrivent pas du tout. Moi, personnellement, j'aime bien apprendre la méthode, mais j'ai du mal à l'appliquer personnellement. Je le dis haut et fort, parce que dans l'émotion, c'est très compliqué pour moi. Donc vraiment, l'objectif ici, c'est d'utiliser ces petites astuces. Maintenant, c'est vrai qu'il faut trouver l'équilibre, mais qu'est-ce qu'on fait quand
les mécanismes de défense de ces stratégies de désactivation du conjoint évitant viennent activer mes propres stratégies de désactivation parce que je suis anxieux. Ça, c'est un truc, c'est la réalité. Les opposés s'attirent et quand on a un type d'attachement qu'on appelle anxieux, donc on a besoin d'être rassuré, ce comportement-là active nos peurs. Pour moi, il est important de savoir reconnaître ses émotions sur ce sujet. C'est-à-dire que il faut savoir quel est son type d'attachement, surtout quand le partenaire en dépression nous active du stress, de l'angoisse, de manière excessive. Et le fait de comprendre tout ça, c'est aussi le moment d'apprendre à avoir une indépendance émotionnelle. Quand on a un attachement anxieux, on a tendance à développer une dépendance émotionnelle, une dépendance affective, etc. Et je trouve qu'on ne parle pas assez de l'indépendance émotionnelle. Moi, je le dis haut et fort, je me suis rendu compte que j'étais dépendante affective de mon mari, alors que j'ai un attachement évitant. Et donc forcément, ça se bat un peu avec mon attachement. Et le problème, c'est que je me suis rendu compte quand il n'est pas forcément toujours là, quand il y a des situations, je n'ai plus cette capacité à prendre soin de moi et à faire les choses par moi-même. Ça m'a pas plu. Alors je me suis dit, Manu, il faut que ça change. Aujourd'hui, on ne parle pas assez de cette indépendance émotionnelle, celle d'apprendre à calmer ses besoins, celle d'apprendre à fonctionner avec soi-même. Quand on apprend à travailler cette indépendance émotionnelle, ça nous permet justement d'éviter de réduire cette dépendance que l'on a à un partenaire qui n'est pas présent. Mais quelle que soit la personne avec qui on est, ça nous donne la possibilité d'être des individus indépendants. Et aujourd'hui, quand nos émotions sont le fruit des choix de notre vie, eh bien c'est dommage. Pourquoi est-ce que c'est important de le développer ? Je vais le dire haut et fort. Il y a des conjoints dépressifs évitants qui jamais ne vont faire de changement. Et donc si nous on est dans cette situation où on n'est pas capable d'être indépendant émotionnellement, on peut être à vie dans une relation qui ne nous convient pas. Et donc du coup, on se sent pas bien, on est triste parce qu'on est dépendant d'une personne qui ne répond pas à nos besoins. Cette indépendance émotionnelle est non négociable quand on a un conjoint évitant. Et donc c'est à ce moment-là qu'il faut prendre le temps de comprendre cela pour éviter de se retrouver avec la gestion du rejet, de l'apathie qui est trop difficile. La thérapie aide vraiment sur ce sujet. Moi personnellement, j'aide beaucoup mes patients à développer cette indépendance émotionnelle. Si tu es perdu dans cette situation, n'hésite pas à prendre un appel découverte avec moi. Ça me permettra de t'aider, de gérer au mieux la situation. Donc vraiment, quand on est là-dessus, pour moi, il faut travailler ce point-là. Alors maintenant, on va arriver à la dernière étape de notre épisode de podcast, c'est que on parle de communication avec un évitant dépressif. Donc forcément, on doit aborder de temps en temps le sujet de la roulement de tambour, dépression et traitements médicaux qui vont avec. Alors, on sait que aborder la dépression, c'est un sujet qui est très délicat, qui n'est pas évident de base. Pas besoin d'être un évitant pour savoir que la dépression est un sujet tabou dans la société qui amène beaucoup de problèmes. Ici, l'objectif, c'est vraiment de ne pas rentrer dans une infantilisation de notre proche quand il s'agit, on va dire, de la dépression. Moi, ce que je vois beaucoup chez mes patients, donc j'ai beaucoup de patients ou patientes qui ont un attachement anxieux et dont le partenaire a un attachement évitant. Quelquefois, je vois le partenaire, quelquefois, je ne le vois pas. Et souvent, moi, le conseil que je donne, c'est qu'on doit apprendre à parler de manière ponctuelle de cette situation et de partager des infos. Il ne faut pas être le puits de science, c'est-à-dire que ce n'est pas à toi de connaître tout ce qu'il faut sur la dépression, et ce qui fait que c'est ton partenaire qui va devoir en fait te poser la question à toi pour fonctionner. Un dépressif évitant n'est pas un bon communicant. Il ne va pas venir rechercher des infos parce que ce n'est pas possible. Donc du coup, si les infos ne sont que par toi et que c'est pas un bon communicant, ça ne va pas marcher. Là où moi je trouve plus intéressant, c'est de partager régulièrement des informations. Par exemple, tu pourrais dire, écoute, j'ai entendu parler de quelqu'un qui a retrouvé du réconfort en parlant à un professionnel de la santé mentale. Je me suis dit que cela pourrait t'aider aussi, mais c'est toi qui vois. Donc si tu veux en discuter, je suis là. Ou sinon, tiens, je t'envoie l'article de blog, le site, le Reels, le TikTok, le podcast, la vidéo YouTube, je t'envoie le truc.
et envoyer de manière régulière, donc quand je dis régulière, c'est pas tous les jours, des articles que je trouve pertinents dans la situation de mon partenaire peut être très intéressant. Vraiment, le fait de montrer qu'on est présent à distance, pour moi, c'est la meilleure chose à faire. Dans mon histoire de l'épisode de la semaine dernière, j'expliquais que mon mari m'a donné un coup de grâce pour que je puisse aller voir un psychiatre. La réalité, c'est que quand il a commencé à me parler d'un psychiatre, on est à peu près, on va dire, en septembre-octobre 2016. Je vois un psychiatre en juin 2017. Donc forcément, il a dû être patient. Et en fait, il me parlait pas de ça toutes les semaines. Il a vraiment commencé à en parler régulièrement quand à partir de mars 2017, je n'ai plus été capable d'aller voir un thérapeute. Et souvent, il m'en parlait à peu près toutes les semaines ou tous les 15 jours. Et un jour, il s'est assis et on a eu une vraie communication. Il a exprimé ses besoins, la situation dans laquelle j'étais. La conversation m'a beaucoup marquée. Et comme il n'en parlait pas tout le temps, je l'ai écouté. Et ça, c'est un conseil que je donne à tout le monde. C'est vrai que c'est très dur de voir le partenaire ne pas prendre de bonnes décisions. Mais si on est derrière son dos, à parler de lui tous les 5 minutes de « le psychiatre, il a dit ça, Manuela de My Daily Pression, elle a dit ci, tu sais, Manu, elle a vécu comme chose que toi, tu sais ceci, tu sais cela », ça marche pas. Ça ne marche pas du tout. Et donc, l'objectif ici, c'est de donner de l'espace à la personne et régulièrement de lui donner. Et en fait, pourquoi est-ce que je trouve que c'est important ? Parce que c'est une responsabilité. Quand moi, j'ai commencé la thérapie en juin 2017, ça a marché. Parce que, par exemple, en décembre 2016, on m'a forcé à aller voir un médecin, un psychiatre. Et en fait, je sais que la personne qui m'a forcé, c'était de la bienveillance, on est d'accord, mais elle m'a pris le rendez-vous et j'ai dû y aller. Ça n'a pas marché. Parce que j'étais pas dans la démarche personnelle de prendre soin de moi. Alors j'ai raconté des choses qui étaient juste là pour tout simplement valider mon insécurité, que le fait que pour moi, les psychiatres, ça servait à rien. Donc l'objectif ici, c'est d'apprendre à faire preuve de patience, à faire preuve de distance. Et en fait, la personne en face de nous, elle sait nous la rendre. C'est quand même notre partenaire, c'est quand même quelqu'un qui nous aime, quand même quelqu'un qui a du respect pour nous. Donc il faut aussi laisser à cette personne le temps de pouvoir faire le travail nécessaire par rapport à sa dépression. Donc du coup, l'objectif ici, on met de la distance, on donne à la personne l'objectif d'aller voir quelqu'un de manière régulière, on ne pousse pas la personne et on aborde le sujet de manière ponctuelle. En mettant en place toutes ces actions, tu vas pouvoir réussir à gérer au mieux la situation. On a vu beaucoup de trucs, hein. Peut-être que tu vas te dire, Manu, il y a beaucoup de choses. Eh bien, je t'ai fait un document résumé de tout ce que tu peux faire face à un conjoint qui a un attachement évitant. Vraiment, je t'ai condensé tout ce que j'ai un petit peu dit à travers le podcast et certains épisodes qu'il y a déjà eu sur le sujet. Le guide est entièrement gratuit. C'est un peu vraiment, ça va te permettre d'avoir les bons outils à tes côtés pour tout simplement suivre les actions que tu peux faire par rapport à ton partenaire qui a un attachement évitant. Donc le lien est dans les notes de cet épisode. Tu peux tout simplement le trouver sur mon site en allant directement à la page de garde ou alors dans les notes de cet épisode. On a vu beaucoup de choses aujourd'hui, n'est-ce pas ? Alors vraiment, un partenaire avec un attachement évitant, c'est particulier. Mais alors, quand il se retrouve avec une dépression, c'est encore plus difficile. Je pense que l'objectif ici, c'est d'apprendre à savoir de fonctionner avec quelqu'un qui a un attachement évitant. Quand on apprend à fonctionner avec cette personne, à connaître ses mécanismes de défense, à reconnaître ses stratégies de désactivation, on peut réussir à retrouver l'équilibre avec la personne et communiquer. L'important ici, c'est de respecter les besoins d'espace de ton proche, de ton partenaire, d'exprimer bien sûr tes besoins de manière douce, de prendre le temps, surtout vraiment de prendre le temps de parler de manière, on va dire, ponctuelle de certains sujets, de créer un environnement sécurisant sans omettre de dire des choses. On va juste réussir à utiliser la communication non violente pour que les conversations qu'on puisse avoir ne puissent pas déclencher des conflits, mais on va surtout faire en sorte de pouvoir s'apaiser quand ça ne va pas. Alors il y a un point que je me suis rendu compte que j'ai pas abordé et que je veux aborder aujourd'hui. Si tu sens que tu as un trop plein, tu n'en as plus, tu t'en peux plus en fait tout simplement, prends de l'espace, prends de la distance, prends des vacances pour toi, prends du temps pour toi. Parce que la patience est important, mais si tu sens que tu ne l'es plus, eh bien, il faut peut-être que ton corps te dit que lui n'arrive pas à gérer la situation, alors pense à toi. Ne te dépasse pas dans une situation qui à la fin se retournera contre toi parce que tu te seras oublié.
L'objectif ici, c'est de trouver un équilibre délicat, pas de faire tout pour que ce soit que l'un qui gagne ou que ce soit que l'autre. Ce qui est aussi très important, on s'est vraiment beaucoup concentré sur le conjoint évitant. La semaine prochaine, on va parler de toi qui a un attachement anxieux avec un partenaire en dépression et je vais te partager d'autres conseils pour que tu puisses gérer au mieux la situation. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode de podcast jusqu'au bout. J'espère que sincèrement il t'a plu et moi je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!